Bonsoir. Nous sommes donc en direct pour un webinaire. Bonsoir tout le monde. Nous sommes donc en direct ce soir avec Stéphane Aiguieri pour un webinaire exceptionnel consacré à l'autostrain ventriculaire gauche. Et cette réflexion a été menée de façon conjointe avec l'équipe de la Pitié, Najib Hamoudi. Nous avons souhaité en effet, lors de ces 4 lives, essayer de faire le point sur la place actuelle et à venir du strain ventriculaire gauche. Ce sera ce soir avec Stéphane Aiguieri. Le strain de l'oreillette gauche, ce sera jeudi prochain avec Loris Dufour. Le strain ventriculaire droit, ce sera avec Najib Hamoudi jeudi dans 15 jours. Et enfin, une synthèse que l'on vous proposera, un peu provocative, mais est-ce que le strain est vraiment destiné à tous et à toutes, c'est-à-dire est-ce que demain cela doit faire partie de la pratique universelle et donc de nos comptes rendus? Alors ce soir, Stéphane, à qui je vais donner la parole dans un instant, va donc nous parler d'une application particulière qui est quasiment une preuve de concept. C'est-à-dire, voici une indication, la cardio-oncologie, dans laquelle le strain du ventricule gauche se substitue en partie aux paramètres usuels, et Stéphane va vous expliquer pourquoi. Ça peut être donc un outil de détection ultra précoce d'une cardiotoxicité, un outil de surveillance, et pourquoi pas un outil de surveillance éventuellement de traitement, que sais-je. Et on a trouvé que c'était le concept idéal pour illustrer, pour décliner la place de cette technique qui nous apparaît aujourd'hui indispensable. Alors je vous remercie au passage, car je risque de l'oublier, Cardio Online qui nous accueille ce soir, organe de diffusion multimédia de la Société française de cardiologie, et je remercie bien sûr Philips pour nous avoir donné cette opportunité. Stéphane, donc à toi la parole. Autostrain pour toutes et tous en cardio-oncologie, aujourd'hui, demain. Merci Ariel. Eh bien, écoutez, on va essayer de répondre à cette question non pas difficile mais d'actualité sur la place du strain et de l'autostrain dans la prise en charge des patients de cardio-oncologie. Alors je pense qu'il est important de resituer tout d'abord le problème de la cardio-oncologie, de la cardiotoxicité. Évidemment, on ne va vous parler que de toxicité myocardique aujourd'hui, mais vous devez avoir en tête que la cardio-oncologie va s'attacher à dépister d'autres toxicités, la toxicité vasculaire, la toxicité rythmique. Je n'en parlerai pas ici, je n'aborderai que la toxicité myocardique. Et vous savez, les 2 principales manifestations de cette toxicité myocardique sont la dysfonction ventriculaire gauche, par définition asymptomatique, que l'on va chercher à identifier précocement à l'aide d'outils échocardiographiques, d'imagerie et ou biologiques, et puis l'insuffisance cardiaque, l'événement que l'on cherche à prévenir par une identification précoce de ces patients à l'aide de ces marqueurs précoces. Les 3 principales molécules responsables de ces toxicités myocardiques, sont donc les anthracyclines, ces molécules les plus anciennes, qui sont encore largement utilisées, les thérapies ciblées, nous le verrons dans quelques instants, et puis un acteur émergent qu'il faut absolument connaître, que sont les immunothérapies. Et vous allez voir que le strain a un rôle un peu différent en fonction du type de toxicité, et je vais essayer de vous montrer ça au cours de cette présentation. Alors, la question clinique que l'on se pose, c'est de quoi avons-nous finalement besoin en cardio-oncologie pour identifier précocement ces patients? Nous avons besoin d'un marqueur relativement précoce. Il ne s'agit pas de diagnostiquer la dysfonction ventriculaire gauche 6 mois, 1 an après la chimiothérapie ou le patient en insuffisance cardiaque qui arrive aux soins intensifs 3 à 4 ans après une cure d'anthracycline. Il s'agit d'avoir donc un marqueur très précoce qui soit évidemment reproductible avec une faible variabilité, qui soit disponible dans tous les centres académiques, non académiques, et puis j'ai envie de dire aussi en cardiologie et en oncologie, puisque ces patients seront vus en dehors pour la majorité des consultations de cardiologie, et qui soit disponible dans toutes les populations, c'est-à-dire qu'il soit validé à la fois dans les populations qui vont recevoir des anthracyclines pour le cancer du sein, pour un lymphome ou pour un sarcome. Cette notion d'universalité du marqueur est extrêmement importante. Et puis, il est évidemment important de détecter précocement ces patients, mais pour guider une intervention précoce là aussi. Et donc, le concept qui va alimenter cette présentation, ça va être la détection précoce
pour une intervention précoce. Et c'est là tout l'enjeu de la cardio-oncologie, détecter précocement ces patients pour intervenir précocement, pour interférer finalement avec le risque de dysfonction ventriculaire gauche et donc d'insuffisance cardiaque. Donc finalement, qu'est-ce que nous avons et de quoi nous avons besoin? Cette diapositive vous résume à peu près les acteurs actuellement disponibles. On a évidemment l'échographie cardiaque, l'IRM est en train d'émerger comme un acteur important. On a l'imagerie nucléaire qui pour l'instant n'a pas de rôle très important dans ce rôle de détection précoce. Et puis vous avez un marqueur finalement de référence historique, la biopsie endomyocardique. Quasiment toutes les techniques se sont comparées à la biopsie endomyocardique, mais vous l'avez compris, ce marqueur est indisponible en pratique courante, trop invasif, trop peu disponible, et donc il faut oublier la biopsie endomyocardique et donc se basculer vers des marqueurs de substitution que seront les marqueurs échocardiographiques d'imagerie nucléaire ou d'imagerie par résonance magnétique. Et puis, vous l'avez compris, il y a aussi un rôle important pour ces biomarqueurs, soit pris isolément ou en combinaison avec ces marqueurs échocardiographiques. L'enjeu étant de dépister la dysfonction ventriculaire gauche très précocement et idéalement avant la dysfonction ventriculaire gauche, donc avec des marqueurs d'altération de la fonction contractile. Et vous l'avez compris, le strain pourrait être donc ce marqueur idéal ou idéalisé, avec pour objectif de diagnostiquer la dysfonction ventriculaire gauche précocement pour éviter donc l'insuffisance cardiaque chez ces patients. Alors, comment peut-on diagnostiquer cette toxicité? On rentre dans le cœur du problème. Eh je vais vous montrer un peu de manière historique ce qui a été fait. Les premiers papiers se sont attachés, les premières études sont attachées à finalement évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche, en se disant que ce que l'on a utilisé pour la surveillance, c'est-à-dire une fraction d'éjection du ventricule gauche avant la chimiothérapie et à la fin de la chimiothérapie, était probablement inefficace et trop tardif. Et donc, l'idée de nombreuses équipes a été de mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche dès les premières cures de chimiothérapie par anthracycline. Donc, vous voyez schématiquement un schéma de chimiothérapie qui comporterait 6 cycles, l'idée étant de réaliser des échographies cardiaques très précocement dès le 2e, 3e ou 4e cycle. Il y a beaucoup de papiers et d'études de ce type-là dans la littérature et je vous en extrais un qui a été publié il y a une dizaine d'années qui montre une variation très précoce de la fraction d'éjection du ventricule gauche de plus de 4% mesurée dès le 2e cycle serait un marqueur intéressant pour prédire la dysfonction ventriculaire gauche à 6 mois ou à 1 an. Vous l'avez compris, 4% de variation de la fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est quasiment contenu dans la reproductibilité de la technique et donc c'est quasiment inutilisable en pratique quotidienne. Je vous ai résumé ici sur cette diapositive l'ensemble des études qui ont utilisé cette démarche de mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche très précocement. 3 sont positives, 2 sont clairement négatives, toujours avec un seuil de 4%, quelle que soit la technique, soit en échographie cardiaque, soit en isotope. Quelle que soit la population considérée, je crois que ce seuil-là n'est pas utilisable en pratique quotidienne. Il faut donc imaginer une autre technique pour évaluer précocement ces patients. Et ça a donc été la deuxième partie de l'histoire du dépistage de la toxicité aux anthracyclines, d'utiliser le Doppler tissulaire en se disant que l'altération de la fonction diastolique, schématiquement, serait un précurseur ou précéderait la dysfonction ventriculaire gauche. Et donc là aussi, vous avez de nombreuses études qui se sont attachées à décrire les paramètres de Doppler tissulaire. Vous retrouvez une notion extrêmement courante, c'est que l'échocardiographie est un formidable outil descriptif. On est capable de montrer dès les premières doses d'administration des anthracyclines qu'il existe une altération des paramètres du Doppler tissulaire. Pour autant, aucun de ces paramètres pris seul ou en combinaison n'est prédictif de la dysfonction ventriculaire gauche dans ces populations. Je vous ai résumé ici les 5 à 6 études qui ont utilisé cette démarche de mesurer les marqueurs du Doppler tissulaire ou ici du Doppler tissulaire, quelle que soit la population considérée, quelle que soit la dose d'anthracycline administrée, aucun de ces marqueurs, pris seul ou en combinaison, n'est prédictif de la dysfonction ventriculaire gauche. Alors, il a fallu donc faire évoluer le concept et donc tout naturellement, le speckle tracking est arrivé. Avec ces différentes déclinaisons chez l'ensemble des constructeurs. Et de nouveau, vous retrouvez cette information intéressante ici chez des patients de pédiatrie qui reçoivent des anthracyclines. Vous voyez que dès les premières administrations d'anthracycline, premier cycle, 2e cycle et 3e cycle, vous êtes capable de montrer à l'aide de l'imagerie de déformation et donc la mesure du strain, qu'il existe une altération de ce paramètre de strain très précoce, dès le 1er cycle d'administration des anthracyclines. Encore une fois, on n'a pas résolu la question que l'on cherche à résoudre, c'est-à-dire dépister les patients précocement. On est pour l'instant simplement capable de montrer qu'il y a une altération des paramètres de strain chez les patients qui reçoivent des anthracyclines. Et donc là, on arrive véritablement au cœur du sujet, qui est de dire, sommes-nous capables à l'aide du strain de prédire la dysfonction ventriculaire gauche précocement? Et donc là, vous voyez qu'il y a finalement 3 stratégies qui vont s'affronter, si je puis dire, qui vont être résolues par les recommandations, vous le verrez dans quelques instants. Il y a finalement les équipes qui se sont attachées à mesurer des variations de strain entre la première et plusieurs administrations de cure d'anthracycline. Les équipes qui ont regardé les valeurs brutes
de strain mesurés à un moment donné, premier cycle, deuxième cycle ou dernier cycle d'anthracycline par exemple, et les équipes qui ont regardé les combinaisons de ces paramètres-là avec la troponine, un marqueur de nécrose myocytaire. Donc on évalue à la fois le strain longitudinal et un paramètre biologique, la troponine, mesurée au décours de l'administration des anthracyclines. Alors regardons la première stratégie, les variations du strain, les variations relatives de strain. Voilà la première étude finalement qui a mis un petit peu le pied à l'étrier de toutes les équipes, publiée il y a environ 7 ans, qui montre que des variations de strain mesurées entre le dernier cycle, donc quasiment au 6e mois d'administration des anthracyclines, et le strain mesuré initialement, avant l'administration des anthracyclines, identifient la population qui va développer une dysfonction ventriculaire gauche. Donc encore une fois, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit, sommes-nous capables d'identifier précocement cette population? Pour l'instant, nous sommes capables d'identifier cette population, mais peut-être un peu tardivement. C'est-à-dire que le 6e cycle de chimiothérapie, probablement quelque chose d'un peu tardif dans la prise en charge de ces patients-là, pour interférer soit avec la chimiothérapie, soit guider l'intervention médicamenteuse par un IEC ou un bêta-bloquant. Et donc voilà, je vous ai résumé ici les 7 études qui ont porté cette fois-ci sur les variations de strain, et cette fois-ci un peu plus précoce, le 3e cycle, la 6e semaine, le 3 premiers mois. Vous voyez, encore une fois, dans des populations très variées, on essaie de répondre à la question à la fois dans les populations d'hématologie et de scénologie, à des doses très variées, puisque ça reflète les pratiques de nos confrères oncologues, avec des doses anthracyclines qui vont varier schématiquement entre 150 mg par mètre carré et quasiment 300 mg par mètre carré, et évidemment avec des incidences de toxicité qui vont varier grandement, du simple au double, quasiment de 15 à 30%. Et vous voyez qu'à chaque fois, le strain, avec une relative bonne sensibilité et spécificité, avec des seuils qui sont un petit peu variables dans la littérature, mais aux alentours de 10 à 15%, est à chaque fois capable d'identifier la population qui va développer une dysfonction ventriculaire gauche. Donc vous voyez, par rapport à la première question qu'on s'était posée, on commence à se rapprocher finalement de la réponse. Les variations de strain et les variations de strain précoces sont peut-être capables d'identifier une population à haut risque de développer une toxicité cardiaque liée aux anthracyclines. Deuxième approche, cette fois-ci les valeurs absolues de strain. Donc on s'affranchit des variations de strain, on ne regarde la valeur de strain qu'à des moments donnés de la prise en charge. Et c'est l'équipe de Clément Charbonnel à Versailles qui a publié ce papier que je trouve extrêmement intéressant, qui cette fois-ci, lui, se place de manière très pragmatique. Il dit « j'évalue le strain longitudinal dès la 2e visite ». Donc ça répond à la question que l'on se posait initialement. Donc avant 150 mg par mètre carré, donc avant le seuil réputé toxique. Et il montre que la valeur brute du strain pris dès la 2e visite a une performance diagnostique même supérieure au delta de strain dans cette population d'hématologie. Donc vous voyez la progression un tout petit peu de la réflexion. Et puis ça a été prolongé, j'allais dire, par une équipe japonaise dans quelques instants. C'est ce que je vais vous montrer. Je vous résume ici les 3 papiers qui sont attachés à regarder des valeurs brutes de strain, donc soit dès 150 mg par mètre carré, 3e cycle au 3e mois ou au 6e mois. Et vous voyez qu'avec des concordances, des variations des seuils relativement concordants, on est plutôt aux alentours de 17% pour identifier une population à risque. Et puis donc ce raisonnement a été poussé par une équipe japonaise, publiée tout récemment, qui a cette fois-ci regardé le strain longitudinal global avant l'administration de la chimiothérapie par anthracycline. Et donc vous voyez que dans cette population, avec un seuil, voilà ici à 19%, je ne sais pas si la valeur est intéressante, mais la démarche en tout cas l'est grandement. Vous voyez qu'avec un seuil ici, on permet de différencier la population qui va développer une toxicité cardiaque liée à la chimiothérapie ou un événement clinique, insuffisance cardiaque. Donc voilà à peu près résolu la question que l'on se posait, soit par la variation de strain, soit par la valeur brute du strain longitudinal global. La dernière approche, finalement, ça a été cette fois-ci de regarder la combinaison des marqueurs de strain et les paramètres biologiques, et essentiellement la troponine. Ça recoupe des papiers d'une équipe italienne qui avait montré que la troponine était un marqueur précoce et qu'il prédisait la dysfonction ventriculaire gauche de manière relativement fiable dans des populations qui recevaient des anthracyclines pour un cancer du sein ou pour un lymphome. Ces équipes ont combiné finalement les 2 approches, soit strain longitudinal global isolé, soit troponine isolée, soit combinaison du strain longitudinal global et troponine chez des patients qui reçoivent une chimiothérapie. Et voilà l'un des papiers qui a illustré cette démarche, publié il y a quasiment 8 ans, qui montre qu'une altération du strain longitudinal global est certes un marqueur prédictif de la dysfonction ventriculaire gauche, mais si on cherche à améliorer à la fois la sensibilité et la spécificité de votre démarche de prédiction de la toxicité, il est probablement intéressant de combiner cette démarche avec le dosage de la troponine
ici avec un seuil de 30, peu importe le seuil finalement, mais la démarche est extrêmement intéressante de combiner finalement un marqueur échocardiographique et un marqueur biologique, finalement une approche multiparamétrique comme on le fait de manière très régulière en cardiologie et ou en échocardiographie. Je vous l'avais dit, il est important de résoudre la question du marqueur universel finalement applicable à l'ensemble des populations si cela est possible. Et je vous illustre là, donc là aussi, la combinaison du paramètre de strain longitudinal global avec la troponine, cette fois-ci dans une population qui reçoit des anthracyclines pour un lymphome. Et donc vous retrouvez à peu près les mêmes résultats que ce que je vous ai présenté précédemment. C'est qu'une altération du strain pris aux éléments ou de la troponine pris aux éléments est largement dépassée finalement, et la combinaison des deux paramètres de strain longitudinal global et la troponine améliore la sensibilité et la spécificité de cette démarche. Donc voilà, dans les deux populations qui nous intéressent, cancer du sein et lymphome, une démarche extrêmement intéressante. Alors finalement maintenant, comment on va arriver vers les aspects beaucoup plus pratiques de la réalisation de l'échographie cardiaque. Finalement, pourquoi le strain longitudinal global? Je vous l'ai montré parce que d'un point de vue de la démarche, ça a été validé par de nombreuses études, à la fois dans le cancer du sein et dans le lymphome, mais il y a aussi des aspects techniques qu'il ne faut pas mettre de côté. Et c'est ce que vous montre cette diapositive, qui est l'influence sur les valeurs de strain longitudinal, circonférentiel, radial et transverse en fonction de la cadence image du constructeur avec lequel vous allez mesurer votre strain longitudinal. Et c'est ici la variabilité intra-observateur, mais les résultats sont les mêmes avec la variabilité inter-observateur. Vous voyez que le strain longitudinal est le paramètre qui résiste le mieux en termes de variabilité intra- et inter-observateur aux paramètres techniques, donc ceux liés au constructeur que vous allez utiliser et ceux liés à la cadence image que vous allez pouvoir fournir pour mesurer vos paramètres. Donc ça, ce paramètre technique est extrêmement important pour justifier, au-delà des études que je vous ai présentées, la pertinence du strain longitudinal. Le deuxième aspect est extrêmement important, c'est cette diapositive un peu, non pas confuse, mais un peu dense que je vous présente là, qui est une étude japonaise qui s'était attaché à évaluer avec différentes machines et différentes plateformes les mesures de strain longitudinal global, donc à la fois en fonction de la plateforme utilisée, en fonction de l'âge du patient et du sexe du patient. Et donc là, vous avez un résultat qui pour moi est extrêmement important, c'est que la valeur dite normale du strain longitudinal global est en partie influencée évidemment par l'âge, on le savait à partir des études épidémiologiques, évidemment liées au sexe, mais aussi liées à la plateforme que vous allez utiliser. Et donc c'est peut-être un argument supplémentaire là pour plutôt utiliser des paramètres de variation de strain plutôt que la valeur brute de strain. Et c'est là aussi un élément qui doit éclairer votre pratique. Si vous devez mesurer le strain longitudinal global en pratique quotidienne, il faut évidemment le mesurer avec la même machine, la même plateforme et le même logiciel de relecture. Même logiciel de relecture, c'est présenté par cette diapositive qui vous montre les concordants chez chacun des constructeurs des mesures de strain longitudinal global de même patient en fonction du logiciel de relecture utilisé. Et vous voyez que la variabilité initialement, avant la conférence de standardisation, était extrêmement importante entre constructeurs d'une version à une autre et entre chaque constructeur. Et vous voyez que cette variabilité liée au logiciel de relecture que vous allez utiliser a été parfaitement aplanie après la conférence de standardisation chez l'ensemble des constructeurs qui fournissent le strain longitudinal global en mesure quotidienne. Dernier paramètre, celui-ci est plutôt clinique. Parmi les paramètres qui vont influencer la valeur dite normale du strain longitudinal global, je vous ai montré la plateforme, l'âge, le sexe des patients. Évidemment, c'est retrouvé en partie par cette méta-analyse publiée en 2013, mais il y a un paramètre tout bête, clinique, qui est extrêmement important et qui prend toute sa valeur dans le contexte de la cardio-oncologie, puisque c'est des patients qui vont avoir des variations de volémie très importantes, parfois liées au sepsis, parfois liées à la chimiothérapie, à une infection, à une anémie, des vomissements. Donc beaucoup de paramètres qui vont influencer évidemment sur la volémie et donc sur les conditions de charge. Et vous voyez que l'un des déterminants principaux, comme la fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est la mesure de la pression artérielle systolique. Et donc ce paramètre-là doit absolument apparaître dans vos comptes rendus si vous rendez un strain longitudinal global. Et vous devez évidemment, entre guillemets, vous acharner à avoir des conditions de mesure comparables et donc des conditions hémodynamiques comparables d'un examen à l'autre lorsque vous allez utiliser ce paramètre de strain longitudinal global pour rendre des choses pertinentes en pratique quotidienne. Le strain longitudinal global a aussi une valeur pronostique intéressante qui vous est résumée ici dans une étude. Donc cette fois-ci, ce n'est plus dépister la toxicité, mais c'est regarder la mortalité globale de ces patients-là, qui est liée à un événement cardiovasculaire.
Et vous voyez que le strain longitudinal global mesuré ici avant administration d'une chimiothérapie est aussi un puissant prédicteur des événements cardiovasculaires, finalement comme dans beaucoup d'autres pathologies cardiovasculaires, mais ici confirmé dans la population de cardio-oncologie, donc une population qui reçoit des anthracyclines, qui va développer des événements cardiovasculaires, dont l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que le strain longitudinal global, comme un intégrateur global, va pouvoir identifier une population à plus haut risque, cette fois-ci, d'événements cardiovasculaires. Dans une population restreinte, je vous en avais parlé en préambule et en introduction, cette fois-ci d'une population qui va développer une myocardite liée aux immunothérapies, donc on sort du champ des anthracyclines, et vous voyez que la mesure du strain longitudinal global chez les patients qui vont développer une toxicité liée aux immunothérapies, donc essentiellement des myocardites aiguës, la valeur du strain mesurée au moment du développement de la myocardite est capable d'identifier une population à plus haut risque, que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit altérée ou préservée en regard de l'événement myocardique. Donc voilà là aussi une information additionnelle au-delà de la toxicité, qui est plutôt une information de pronostic qui a été mise en évidence par ce registre multicentrique international. La dernière étape finalement de notre raisonnement, c'était de savoir si on était capable de guider une intervention thérapeutique. Finalement, c'est ça l'essentiel. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens de détecter une toxicité très précocement, si ce n'est pour guider une intervention très précoce. Cette intervention pourrait être de deux ordres, finalement. Dire aux collègues oncologues d'arrêter la chimiothérapie, ce qui concrètement en pratique quotidienne est infaisable, évidemment. Il faut poursuivre ces chimiothérapies indépendamment des résultats du strain longitudinal global. Je vous le montrerai dans quelques instants. Par contre, ça peut être un guide intéressant pour guider une intervention thérapeutique par un IEC et un bêta-bloquant. On peut imaginer que chez des sujets qui développeraient très précocement une altération du strain, on puisse intervenir très précocement par un bêta-bloquant et un IEC. Alors je crois que pour l'instant, il faut être honnête et on n'est pas en capacité de vous illustrer ce raisonnement. C'est une étude qui est actuellement en cours, dont les résultats partiels ont été communiqués à l'ESC sous forme d'abstract, mais je vous ai présenté ici le raisonnement qui a été mis en avant par ces auteurs. C'est d'utiliser, c'est des sujets qui vont recevoir des anthracyclines et qui ont au moins un facteur de risque supplémentaire. Vous voyez, le concept est intéressant, c'est de considérer les anthracyclines comme un facteur de risque d'insuffisance cardiaque. C'est de randomiser ces patients entre deux stratégies. Une stratégie qui mesurait de manière rapprochée la fraction d'éjection du ventricule gauche, et dès qu'il y aurait une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche de plus de 10%, à ce moment-là, on introduirait, en fonction de la randomisation ou non, un traitement cardioprotecteur. C'est le bras de droit ici de cette étude. Et puis le bras gauche de cette étude, c'est de, cette fois-ci, guider la stratégie de cardioprotection par une stratégie de cardiodétection basée sur le strain longitudinal global, avec un seuil ici de 12%. Et puis en fonction de l'altération du strain, combinée ou non une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche, les auteurs proposent d'introduire un traitement cardioprotecteur par IEC et bêta-bloquant. Je pense qu'on aura les résultats de cette étude-là très intéressante d'ici 2 à 3 ans. C'est véritablement la clé de la problématique en cardio-oncologie. Quel est finalement le meilleur marqueur de risque précoce pour guider une intervention précoce? Et donc ça, c'est véritablement, je crois, ce qui permettra de valider définitivement en pratique quotidienne ou pas le strain longitudinal global comme un marqueur pertinent de prise en charge chez les patients de cardio-oncologie. Alors maintenant, que disent les recommandations? C'est des recommandations qui ont été publiées en 2014. Elles vous disent évidemment que la définition de la cardiotoxicité, c'est finalement une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche en deçà de 50% avec une baisse de plus de 10 points. Donc c'est ça la définition universelle de la cardiotoxicité. Et puis il y a un paramètre infraclinique ou infra-échocardiographique qui est le strain longitudinal global. Donc lorsque vous allez réaliser la surveillance de vos patients et que vous n'êtes pas dans le critère de cardiotoxicité, vous allez regarder le strain longitudinal global et donc le delta de strain. Et donc ce qui est important de considérer, c'est une variation de strain significative de plus de 15%, qui va définir, selon les auteurs, l'INTAT subclinique. On a plutôt envie de dire la dysfonction ventriculaire gauche, infra-échocardiographique. Et donc, c'est le seuil de 15% qui a été retenu. Si les variations de strain sont inférieures à 8%, il n'y a pas, à l'évidence, de toxicité myocardique documentée. Encore une fois, j'insiste sur les paramètres que vous devez relever chez toujours le même constructeur, la même plateforme de relecture, évidemment, en tenant compte des conditions de charge d'un examen à l'autre. Et si vous avez une altération du strain longitudinal global, vous devez absolument la confirmer 3 semaines après pour être certain. Alors en pratique quotidienne, lorsque vous allez réaliser votre évaluation, vous allez mesurer évidemment la fraction d'éjection du ventricule gauche, le strain longitudinal global et la troponine, c'est le sens des recommandations.
Il y a des patients qui ne peuvent débuter d'emblée une chimiothérapie potentiellement cardiotoxique, les patients qui ont une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche et ou une altération du strain longitudinal global et ou une élévation de la troponine. Encore une fois, ce ne sont pas des contre-indications définitives, c'est plutôt des indications à ce que ces patients soient basculés vers une consultation de cardio-oncologie, qu'ils soient explorés, traités, que l'on comprenne l'altération, la FEVG du strain et ou l'élévation de la troponine. Pour, évidemment, le rôle du cardio-oncologue, c'est finalement de permettre à ces patients qui ont des altérations même modérées de la FEVG de recevoir un projet thérapeutique potentiellement cardiotoxique. Évidemment, les patients symptomatiques ne peuvent débuter d'emblée, avant un avis cardio-oncologie, une chimiothérapie. Donc ça, c'est finalement la partie la plus simple, hein, c'est-à-dire patients symptomatiques ou les patients avec, à l'évidence, une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et puis, il y a la partie plus complexe, lorsque vous allez rentrer dans le cœur de l'évaluation de manière régulière de vos patients qui vont recevoir une chimiothérapie cardiotoxique. Et donc là, il faut bien distinguer la chimiothérapie que vont recevoir vos patients. Ils vont recevoir soit des anthracyclines, soit des thérapies ciblées, soit une immunothérapie. On peut commencer par le plus simple. Pour l'immunothérapie, on ne connaît pas bien encore la meilleure stratégie de dépistage de cette toxicité aiguë et brutale que sont les immunothérapies. Donc, ça sort du champ de cette présentation. On sait à peu près ce qu'il faut faire pour les anthracyclines avec une évaluation avant et à la fin de la chimiothérapie. Et thérapie ciblée, ce qui est proposé, c'est une évaluation échocardiographique tous les 3 mois. Et vous devez réaliser en parallèle un dosage de la troponine avant chaque cycle. Et puis là, vous avez 4 situations, 2 situations qui sont relativement simples. Lorsque vous allez suivre votre patient, votre fraction d'éjection du ventricule gauche reste supérieure à 50%, il n'y a pas d'altération significative du strain et la troponine reste normale. Vous pouvez poursuivre votre chimiothérapie, j'allais dire, sans autre forme de procès. Deuxième situation assez claire, c'est lorsque vous documentez par l'échographie cardiaque une altération de plus de 10 points de la FEVG et que la FEVG passe en deçà de 50%, vous atteignez alors le seuil de cardiotoxicité. Et donc là, c'est la situation peut-être la plus complexe. Il va falloir évidemment confirmer cette altération de la FEVG avec un contrôle 3 semaines après. Et vous allez devoir discuter l'introduction d'un IEC, d'un bêta-bloquant et discuter avec l'oncologue la modulation de la chimiothérapie. Vous l'avez compris, hein, l'enjeu, c'est de discuter le moins souvent avec l'oncologue, cette partie-là, l'idée étant de leur permettre de poursuivre le plus longtemps possible un projet oncologique qui va interférer avec le pronostic et la mortalité d'origine cancéreuse. Et donc, on aura plutôt là à faire des stratégies de cardioprotection, si l'on peut, après avoir exploré ces patients. Et puis, il y a le feu orange ici, la situation mixte, où vous avez une FEVG supérieure à 50%, une altération isolée du strain et ou une élévation de la troponine. Et vous voyez, c'est une situation un peu difficile. La FEVG reste normale. Et puis, vous avez un marqueur infra-échocardiographique, le strain longitudinal global qui est altéré et où un marqueur biologique est altéré. Et donc là, c'est tout l'enjeu de la cardio-oncologie et de la consultation. Je n'ai pas le temps de rentrer là dans les différents aspects de cette prise en charge, mais il faut absolument, évidemment, voir ces patients. Il faut évidemment les explorer et potentiellement les traiter. Et puis, pour permettre à l'oncologue de poursuivre la chimiothérapie en surveillant de manière rapprochée ces patients. L'autre situation un peu similaire, la FEVG reste au-dessus de 50%. Vous avez une baisse de plus de 10 points. Un strain longitudinal global qui n'est pas altéré de manière significative. La troponine reste normale. Je crois que l'enjeu là est quand même la poursuite de la chimiothérapie avec une confirmation, une infirmation à la 3e semaine de la toxicité documentée par le strain ou par la troponine. Alors en pratique, comment faire? Je vais terminer sur cette dernière diapositive. Vous allez donc sélectionner ici, soit sur votre échographe, soit sur votre logiciel de relecture, 3 incidences, l'apicale 4 cavités, l'apicale 2 cavités et l'apicale 3 cavités. Vous rentrez par un onglet très simple, soit sur le logiciel de relecture, soit sur votre échographe, dans le logiciel de quantification qui s'appelle ici QAPS, puis AutoStrain. Et on va essayer de vous montrer sur une capture d'écran comment ça se déroule en pratique quotidienne. Juste le temps de charger notre logiciel. Voilà, normalement, vous avez la diapositive qui est devant vous. Donc, vous voyez, c'est quasiment immédiat. Le logiciel vous propose un contourage quasiment immédiat de la 4 cavités, de la 2 cavités et de la 3 cavités. Vous présente les résultats soit en œil de bœuf, ici, vous voyez, sur le panel de gauche, soit il va vous présenter les résultats sous forme de courbe. Donc là, vous sélectionnez l'apicale 4 cavités. Vous voyez la courbe ici qui s'inscrit. Et vous avez ici le strain longitudinal global des 6 segments qui constituent l'apicale 4 cavités. Et vous pouvez donc à ce moment-là vérifier des critères
évidemment de qualité, le synchronisme de contraction des pics, l'aspect des courbes, le contourage. Donc tous ces paramètres qui sont absolument indispensables à vérifier d'un point de vue technique. Et donc vous allez pouvoir évidemment, avec la 4, la 2, la 3 cavité, à chaque fois afficher vos résultats soit en œil de bœuf, soit sous la forme de courbes des différents strains longitudinaux globaux constituant les 6 segments de chaque incidence sur un modèle ici à 18 segments, pardon. Et puis vous avez évidemment le strain longitudinal global qui vous est affiché ici avec les strains de chaque cavité. Le deuxième point, c'est que vous pouvez à tout moment évidemment réaliser une redéfinition du contourage. Ici, vous voyez par exemple sur l'apicale de cavité, on peut redéfinir à la fois en diastole et en systole le contourage en repositionnant à chaque fois les points et vous relancez le calcul du strain. Et vous voyez, c'est quasiment immédiat. Ici, il a recalculé l'ensemble des strains. Vous les affichez ici sous la forme du strain longitudinal global, en œil de bœuf, ou bien sur les courbes. Voilà, ça sera ma dernière diapositive. J'ai essayé de vous montrer l'intérêt du strain longitudinal global. Cette diapositive est tirée des dernières recommandations qui ont été publiées il y a 15 jours, qui vous montrent que le strain longitudinal global s'inscrit véritablement dans la démarche de prise en charge de ces patients, mais que isolément, il n'a pas beaucoup de sens. Il faut évidemment continuer à mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche et à combiner vos résultats de strain avec celle de la FEVG en 3D ou en 2D. Il faut absolument mesurer la pression artérielle au moment de votre mesure de strain et la rendre à chaque fois et vérifier qu'elle est comparable d'un moment à un autre, évidemment, et d'une consultation à une autre. Et puis, le panel de droit insiste, et j'ai essayé de le faire tout au long de cette présentation, sur l'interaction forcément nécessaire avec nos confrères oncologues. Il ne s'agit pas de prendre des décisions ni de rendre de manière abrupte des paramètres sans les expliquer, sans les définir et sans avoir une stratégie finalement d'explication de ces paramètres-là pour aboutir à la meilleure décision. Encore une fois, l'idée d'arrêter la chimiothérapie, ce que l'on faisait il y a une dizaine d'années de manière brutale et sans discussion, n'a plus place. Il faut inverser le rôle du cardio-oncologue qui doit faciliter la poursuite du schéma thérapeutique sans évidemment faire courir de risques aux patients avec une toxicité qui serait irréversible. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Ariel. Merci beaucoup Stéphane pour cette magnifique revue de littérature. Alors, je voudrais rappeler aux participants à ce webinaire que nous pouvons évidemment recueillir les questions de façon à pouvoir te les poser. Stéphane, au moment où je prends la parole pour te poser les premières questions, donc je n'ai pas beaucoup de questions, donc il faut surtout que vous n'hésitiez pas à les poser sur le chat. Alors, si vous voulez bien, comme ça, on va pouvoir suivre le déroulé de l'exposé de Stéphane. On va commencer par le commencement. Stéphane, quand tu as parlé de la FEVG pour détecter éventuellement donc, une cardiotoxicité précocement, est-ce que tu considères que le 3D a remplacé le 2D ou est-ce que tu considères que quand tu parles de variation de fraction d'éjection, le fameux 4% qui est dans la variabilité inter et intra-observateur, on est en 3D de façon à améliorer un peu la performance et la technique et se rapprocher de l'IRM, ou est-ce que tu t'appuies simplement sur les données de littérature ou essentiellement du 2D pour ces valeurs seules que tu as décrites? Oui, c'est effectivement un point important à souligner, peut-être pour éclairer un peu cette présentation. Tout ce que je vous ai présenté était basé sur le 2D, des papiers assez anciens. Je crois qu'effectivement, on n'a pas eu le temps de le développer ici, mais c'est un point extrêmement important des recommandations et de la pratique quotidienne, c'est plutôt de basculer, si cela est possible, vers le 3D plutôt que le 2D. Le 3D, évidemment, en pratique cardiologique courante, se rapproche de la technique dite de référence qui est l'IRM cardiaque. Et donc, ça a été là aussi validé en cardio-oncologie, à la fois dans les populations de pédiatrie, les populations adultes du cancer du sein et du lymphome, montrant que la mesure de la FEVG en 3D se rapproche de la mesure en IRM et probablement c'est ça qu'il faut utiliser en cardio-oncologie. Après, il y a un aspect véritablement pratique. Est-ce que tous les laboratoires hospitaliers peut-être de ville ou de cliniques sont équipés d'un 3D? Il faut aussi une certaine exigence vis-à-vis de l'acquisition 3D. Ça paraît simple, mais c'est parfois un peu plus difficile à mettre en œuvre. Donc je crois qu'il y a un message académique, théorique, il faut tendre vers le 3D. Et après, il y a un message pratique. Il faut tendre vers un 2D de très bonne qualité, évidemment, avec un Simpson biplan, au moins 3 mesures. Tout ça ayant pour but de réduire la variabilité de ce paramètre
qui est la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc, pour te répondre, oui, plutôt la FE3D que la FE2D. Il y a au moins un papier que je n'ai pas mis là qui montre que les variations de FEVG mesurées par le 3D est un excellent outil prédictif avec des variations faibles de 5 à 6 points de FEVG. Donc oui, probablement que l'avenir de l'évaluation en cardio-oncologie sera plutôt axé, basé sur soit l'IRM, soit par la fraction d'éjection du ventricule gauche en 3D. En attendant ça, je crois que le 2D reste un bon outil, en sachant qu'on ne peut pas tout lui faire dire et que les variations précoces sont probablement difficiles à mettre en œuvre en pratique quotidienne. Oui, on peut rappeler à nos collègues que bien sûr, quand tu parles de la FEVG 2D, tu parles d'un Simpson biplan bien fait. Chers amis, il n'est pas question de rendre la FEVG visuelle. Là, vous avez tous compris qu'on regarde des variations de pourcentage de valeur de fraction d'éjection ajustées sur le niveau de pression artérielle, comme l'a rappelé Stéphane. Et donc, il est fondamental d'avoir une mesure en Simpson biplan. Et donc, la deuxième question, Stéphane, qui rebondit d'ailleurs sur les questions de nos collègues qui arrivent maintenant largement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisqu'on va donc progressivement aller voir l'imagerie de déformation et donc la détermination des paramètres de strain VG, est-ce que les valeurs seules que tu as décrites et données, y compris dans l'algorithme, est-ce qu'elles ont été testées dans les mêmes indications en IRM? Est-ce que nos collègues IRMistes ont regardé la variabilité? Est-ce que pour les paramètres de strain, l'IRM fait mieux que nous, ou est-ce qu'on peut considérer que pour le moment le strain VG conventionnel, donc à partir de l'imagerie 2D, est considéré comme la référence? Alors, je crois qu'il y a à peu près le même message à la fois en échographie et en IRM cardiaque, c'est-à-dire que j'ai essayé de vous montrer que le strain longitudinal global était le paramètre qui s'imposait à la fois par les études de validation et par certains éléments techniques, donc de moins de variabilité comparativement au strain circonférentiel et radial. Il y a exactement les mêmes résultats qui ont été publiés tout récemment, montrant que le strain circonférentiel et radial en IRM avait une variabilité trop importante comparativement au strain longitudinal mesuré en IRM. Donc, je crois que pour les deux techniques, c'est vraiment le strain longitudinal global, qui s'impose pour les deux techniques, l'IRM et l'échographie cardiaque. Stéphane, il y a une question de Sandra qui te demande de préciser quel est le lien exact qu'il y a entre les paramètres de strain, donc le strain longitudinal global, et des paramètres hémodynamiques simples que sont par exemple la pression artérielle et la volémie. Alors la volémie, comment l'évaluer, dans quel sens cela évolue et comment est-ce qu'on peut corriger éventuellement ces variations liées donc à des paramètres intrinsèques et non pas à des paramètres liés donc à la détermination de la valeur absolue. Alors effectivement, c'est difficile de donner une réponse univoque dans ce contexte-là, puisque je vous l'ai dit, je l'ai un peu suggéré dans la présentation, la volémie va varier de manière assez importante dans ces populations-là. On le voit nous en pratique quotidienne quand on doit évaluer ces patients et on essaie dans la mesure du possible d'évaluer ces patients hors phase de décompensation. Et donc là, vous avez vraiment deux populations. Je suis désolé, je rentre un peu dans les détails de la cardio-oncologie. Vous avez la population qui sont des patientes qui reçoivent des anthracyclines pour le cancer du sein et avec des chimiothérapies qui sont peu aplasantes, qui sont peu exposées à un sepsis, peu exposées à une infection, une inflammation. Et donc, dans ce contexte-là, on a de moindres variations que dans la population, par exemple, d'hématologie, qui va recevoir des chimiothérapies très aplasiantes et que l'on va voir à différents moments de leur prise en charge, tantôt en inflation hydrosodée, tantôt anémie, tantôt en hypovolémie. Et donc, c'est difficile de rendre une réponse univoque parce qu'il y a aussi d'autres paramètres qui vont varier, comme évidemment la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Ce que je retiens de la pratique que l'on a au quotidien, c'est qu'il faut tendre vers des conditions de charge à peu près comparables. Et donc, il vaut mieux évaluer ces patients, non pas de manière aiguë, même si c'est le moment d'évaluer la FEVG, mais plutôt les évaluer une fois qu'ils ont retrouvé un état d'équilibre et qu'ils sont redevenus un peu ambulatoires, qu'à décaler un peu le moment de l'évaluation du ventricule, de la cardiotoxicité de 2 à 3 semaines et ne pas la faire en pleine phase de décompensation, en pleine phase d'anémie ou de baisse de la volémie ou de sepsis important.
Stéphane, une question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, je suis désolé si ça crachouille dans le micro, je te promets que ça n'est pas de mon fait. Hein. Alors Jean-Pierre te demande une question fondamentale, c'est comment évalues-tu le strain chez les patients en fibrillation atriale et en cas d'asynchronisme lié par exemple à un stimulateur cardiaque. Est-ce que tu as la même confiance dans la détermination des paramètres compte tenu du fait que la littérature est assez peu à l'instant de domaine? Comment est-ce qu'on fait en pratique dans le service? Alors, je serai extrêmement prudent pour l'évaluation en fibrillation atriale du strain longitudinal global. On pourrait contourner un petit peu la question en disant qu'on va évaluer finalement des variations de strain et pas une donnée brute du strain, mais je vous ai montré qu'il y avait des résultats intéressants. Je pense que toutes ces situations difficiles, il faut être extrêmement prudent sur ce que vous allez rendre et surtout les informations que vous allez en tirer. Je pense que je serai extrêmement prudent en fibrillation atriale. Moi, je ne le fais pas, je ne le rends pas de strain longitudinal global en fibrillation atriale. Le patient qui est électro-entraîné, on va dire que vous voyez toujours électro-entraîné, peut-être qu'on peut essayer de rendre un strain longitudinal global et plutôt une variation du strain longitudinal global. Et pour le strain VD, je crois que c'est la dernière partie de la question, peut-être je laisserai Najib Hamoudi vous répondre plus précisément. Le strain VD dans le contexte de la cardio-oncologie, pour l'instant, n'a pas beaucoup de place. Hein. Et il y a très clairement des études qui montrent que le strain VD s'altère très rapidement chez les sujets qui reçoivent des anthracyclines et mieux qui reçoivent une radiothérapie, comme si le ventricule droit était plus sensible à la cardiotoxicité. Et donc, c'est une piste intéressante pour considérer que l'altération du strain VD peut être un marqueur de la dysfonction ventriculaire gauche. Donc là, il y a des études qui sont en cours, mais on n'a pas encore de résultats probants. Donc, je serais extrêmement prudent dans ces situations difficiles de fibrillation atriale, pacemaker, pour rendre un strain et surtout prendre une décision à partir de ce paramètre-là, isolément. Alors Stéphane, encore une question difficile, mais ça tombe bien puisque le réseau des praticiens de terrain est sur Pulpoa, qui dirige l'unité cardio-oncologie sur le groupe. Alors, plutôt une patiente, qui a donc un cancer du sein avec un problème d'amour. C'est Michel qui nous pose cette question, éventuellement des problèmes également pulmonaires. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des valeurs de fraction d'éjection, ventriculaire gauche fiable, des valeurs de strain fiable? Et ce qu'il te propose, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'un strain longitudinal global? Est-ce que tu ne pourrais pas éventuellement substituer à ce paramètre un paramètre plus simple, plus accessible, un peu comme le font nos collègues éminents sur le ventricule droit? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis désolé, Ariel, je n'ai pas entendu le début de la question. Oui, il disait qu'il était inquiet pour déterminer les paramètres que tu décrivais, fraction d'éjection BD 3D, strain, compte tenu de l'écogénicité. Et on sait que la détermination du strain est extrêmement dépendante de la qualité de l'image, de 3D d'ailleurs. Et donc il demandait si on pouvait pas éventuellement avoir des paramètres de substitution qui seraient peut-être alimentaires et non globaux, de façon peut-être à quand même apprécier une éventuelle cardiotoxicité, car il est inquiet par le caractère aléatoire de la détermination de ces paramètres liés à l'écogénicité. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est très clairement montré, notamment dans le contexte du cancer du sein, où voilà, c'est la pratique là aussi. Hein, ces patients vont être initialement peut-être opérés, donc vous allez les voir avant la chimiothérapie, avant la chirurgie, puis après vous allez les revoir après une chimiothérapie et après une chirurgie relativement délabrante. Et donc c'est vrai que les conditions d'écogénicité vont varier de manière importante. Ce que l'on peut dire de manière objective, ça a été évalué par une équipe italienne, c'est que il semblerait sur ce travail-là que la fraction d'éjection du ventricule gauche reste mesurable chez quasiment 90% des patients et que le strain longitudinal global, là il y a une véritable dégradation de la capacité à mesurer le strain longitudinal global dans ces conditions d'écogénicité un peu difficiles. On est plutôt autour de 7 à 8 patients sur 10 qui sont évaluables par le strain longitudinal global, alors que c'est plutôt 9 patients sur 10 qui sont évaluables par la fraction d'éjection du ventricule gauche. Alors pour répondre à la question de la cardiotoxicité dans ce contexte-là, je pense que l'on peut s'appuyer soit éventuellement sur l'IRM cardiaque pour mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche, peut-être pas le strain parce qu'on n'a pas encore d'études sur le strain en IRM. Et à ce moment-là, je crois que c'est le moment d'utiliser la troponine à ce moment-là. Je pense que la troponine, donc c'est une réponse un peu de côté, j'allais dire, hein, c'est que la troponine peut compenser à ce moment-là le défaut d'appréciation de la toxicité par le strain longitudinal global. Les deux techniques finalement se complètent
Séparément, elles sont à peu près équivalentes. Lorsqu'on les combine, on a un meilleur résultat en termes d'évaluation de la toxicité. Mais si vous ne pouvez pas évaluer de manière fiable le strain longitudinal global, je pense qu'il faut s'aider à ce moment-là de la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche, soit en échographie cardiaque, soit en basculant sur l'IRM cardiaque, en combinant ça à un dosage de la troponine à chaque cycle. Stéphane, il y a énormément de questions, je ne pourrais pas toutes te les poser, mais on essaiera d'y répondre secondairement si tu veux bien. Kamel pose une question fondamentale. Je suis encore désolé pour la qualité du son, vous prenez les articles, vous m'écrivez tous pour dire que je bafouille, mais je vous promets que je ne suis pas en train de manger des pâtes, donc je pense qu'il y a un problème technique. Alors Stéphane, tu as montré donc un logiciel d'AutoStrain Philips avec beaucoup de nos collègues te posent deux questions. La première, c'est est-ce que tu estimes que ces détections automatiques sont fiables? Tu n'as pas eu le temps de tout montrer, mais bien sûr on peut voir des corrections manuelles. Et deuxièmement, d'autres collègues nous disent qu'ils ont changé de machine chemin faisant, et donc est-ce qu'il doit vraiment retenir les valeurs absolues des paramètres de strain, ou est-ce que finalement il n'y a que les variations relatives qui comptent, et donc peu importe la machine finalement, de l'instant on prend la même machine pour le suivi. Donc est-ce que tu penses que le traitement automatique est suffisant pour la question qui nous est posée en cardio-oncologie? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu, mais je vais essayer de reformuler. Je crois que, évidemment, ce qu'apporte l'AutoStrain, c'est une automatisation, une rapidité d'exécution. Je crois que lorsque les patients sont échogènes et que la 4 cavités, 2 et 3 cavités sont de qualité, je crois que ça va extrêmement vite avec un résultat fiable. Évidemment, une fois que vous avez dit ça, je pense qu'il faut rester exigeant comme avec le reste des paramètres échocardiographiques. Ça passe évidemment par une première proposition automatique de contourage et une première lecture des courbes. Et puis évidemment, vous avez votre œil critique, vous devez absolument vérifier que le contourage à tout moment en systole, en diastole, sur la 4, 2 et 3 cavités est de qualité. Donc vous devez vérifier, je vous l'ai montré un peu rapidement, mais vous pouvez à la fois vérifier la qualité du contourage et éditer ce contourage, le critiquer, le modifier et le moduler. Voilà, il y a des situations où l'AutoStrain parfois est peut-être pris en défaut sur des segments basaux, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est la réévaluation manuelle de l'opérateur qui permet de contourner les quelques difficultés que pourrait rencontrer le logiciel. Après, la deuxième question, je crois que quelle que soit la plateforme que vous utilisez, il est extrêmement important de rester tout du long de l'évaluation de suivi de vos patients sur la même machine et mieux sur le même logiciel de relecture, même si vous utilisez des variations de strain longitudinal global. Il est absolument indispensable de rester sur la même machine. Les variations de strain ne vous affranchissent pas des quelques critères techniques que je vous ai donnés, de garder la même plateforme, le même logiciel de relecture. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question que j'ai pu percevoir. Voilà. Bon, mes chers amis, nous avons atteint donc la limite de notre webinaire. Vous avez vu, hein, il y a un vrai délit d'initié, puisque comme mon ordinateur est planté, peut-être comme d'autres, j'ai rejoint Stéphane qui était juste à côté. Donc, je voulais vous rappeler que nous avons d'autres rendez-vous pour continuer la réflexion. Nous, de l'autre côté, on va recueillir vos questions. Bien sûr, avec Stéphane, on va essayer d'y répondre aujourd'hui et aussi pendant la séance de synthèse. Je vous rappelle que donc, lors des jeudis à venir, jeudi prochain, oreillette gauche strain, c'est Stéphane qui modérera et Laurie qui parlera. Le jeudi suivant, c'est Najib qui vous présentera le strain VD et c'est moi-même qui le modérerai. Et enfin, on fera une synthèse de la synthèse en quelque sorte avec Laurie Soula-Dufour et ce sera Najib qui la modérera. Comme ça, vous aurez 4 têtes de gondole que vous pourrez cuisiner comme vous le souhaitez. Alors, je voulais vous remercier. J'ai été impressionné par votre nombre, impressionné par la qualité et la densité de vos questions. Je voulais vous remercier Philips, remercier Cardio Online. Au plan technique, on va essayer de s'améliorer car il y a eu des dysfonctionnements ce soir. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça parce que la technique doit nous aider à communiquer auprès de vous. Alors, on vous souhaite
une bonne soirée. Je remercie infiniment Stéphane pour le travail considérable. Vous m'avez permis aussi d'être, grâce à vous, instruit par Stéphane, ce qu'il fait au quotidien. Et donc, merci aussi à Nicolas Victorin qui a assuré la logistique avec une tachycardie sinusale permanente liée au risque de plantage. Mais je vous rassure, pas de cardiomyopathie de stress. Bonne soirée et à jeudi prochain à la même heure, 19 h.